Maintenant, pour tenter de mieux comprendre les enjeux qui sont en cause relativement à cette affaire, je retrouve Serge Granger, qui est professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, professeur Granger. Bonsoir. Cette affaire, finalement, ça vient nous rappeler que les relations entre le Canada et l'Inde ne sont pas vraiment au beau fixe. Expliquez-nous d'abord à quand remontent ces tensions entre les deux pays. Bon, on pourrait dire qu'il y a des tensions qui existent depuis très longtemps, à vrai dire, parce que là, au début des relations avec l'Inde, ça allait très bien jusqu'en 1974, de 1947 à 1974. Et là, l'Inde a fait sauter une bombe atomique avec de la technologie canadienne, ce qui a beaucoup refroidi les relations entre le Canada et l'Inde. Et toujours pendant cette période, de 74 à 91, on pourrait dire que les relations n'étaient pas très chaudes. Il y a eu cette émergence, d'ailleurs, du mouvement séparatiste sikh dans les années 80, qui a entre autres créé les attentats contre Air India, le plus grand attentat terroriste de l'histoire du Canada. Donc, de voir ce mouvement séparatiste renaître au Canada inquiète beaucoup le gouvernement indien. Et on peut dire que depuis les années, fin des années 90, il y avait un désir du gouvernement canadien de se rapprocher de l'Inde, surtout pour des raisons bien sûr commerciales, compte tenu que c'est une puissance émergente. Alors, on pourrait dire que, dans le fond, les négociations commerciales ont été mises un peu sur la glace pendant une dizaine d'années, environ grossièrement de 2011 à 2021. C'est à l'époque où l'Inde se concentrait sur un accord de libre-échange avec le reste de l'Asie. Finalement, elle n'a pas signé ces ententes. Elle est revenue à ses anciennes négociations, dont celle avec le Canada. Et depuis 2 ans, avec la politique indo-pacifique que nous avons lancée, on espérait que justement ce rapprochement indien, surtout d'un point de vue commercial, puisse se faire. Et on peut dire qu'aujourd'hui, dans le fond, avec ce qui vient d'arriver tout récemment, on peut dire que notre relation commerciale va encore, dans le fond, attendre encore quelques Ouais. mois, peut-être même des années avant qu'elle atteigne un niveau satisfaisant. Pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé en Colombie-Britannique au mois de juin dernier, l'Inde qui aurait donc possiblement commandité le meurtre d'un leader de la communauté sikh, évidemment, l'Inde nie toute implication, mais quand même, pourquoi l'Inde serait possiblement derrière le meurtre de cet homme? Bien, le Canada a une particularité, c'est-à-dire que 35% de la diaspora indienne est sikh au Canada et en Inde, c'est seulement 1,8% des Indiens qui sont sikhs. Et quand on regarde l'histoire de la migration indienne au Canada, au tout début, il y a environ un siècle, 97% de la communauté indienne était sikh au Canada. Donc, l'épicentre, dans le fond, du nationalisme ou du séparatisme sikh à l'extérieur, bien sûr, de l'Inde, se trouve justement au Canada, à Vancouver. Et si on retourne il y a un siècle, c'était Vancouver et San Francisco qui animaient, si vous préférez, dans le fond, cette agitation sikh. À l'époque, c'était bien sûr pour déconstruire l'Empire britannique après la Première Guerre mondiale et le refus du Canada de permettre à des Indiens de migrer au Canada. On passe à l'affaire Komagata-Maru, par exemple. Mais je vous dirais que cette diaspora historique a beaucoup d'influence politique au Canada. Et pour ce qui est de l'Inde, elle craint de voir une résurgence de ce séparatisme parce que l'Inde, dans le fond, a adopté dans sa constitution l'indivisibilité du territoire et elle lutte de façon très dure contre tout mouvement sécessionniste. Alors, de voir un peu ce mouvement renaître de ses cendres, parce que dans les années 80, on a eu l'apogée de ce mouvement qui a été fortement réprimé par Indira Gandhi et en réponse, des Sikhs ont assassiné Indira Gandhi. Et quand on voit aujourd'hui, notamment des référendums, entre autres, tenus à Brandon sur justement l'indépendance du Khalistan, c'est-à-dire un pays pour les Sikhs, où on valorise justement, dans le fond, l'assassinat d'Indira Gandhi. Alors, vous comprenez que ça indispose beaucoup le gouvernement indien et d'autant plus que plusieurs diplomates ont reçu des menaces violentes, ce qui, dans le fond, rend pas simplement les diplomates nerveux, mais aussi l'ensemble de la communauté indienne au Canada, qui, entre autres, les deux tiennent, n'est pas sikh, et de voir, dans le fond, cette agitation mine, si vous préférez, l'émergence et l'unité indienne. Alors, c'est une des raisons pourquoi le gouvernement Modi reproche au Canada de ne pas justement limiter ou du moins mettre en sourdine ce mouvement que lui juge
dans le fond, bien sûr, les sécessionnistes, mais surtout violents. Et c'est pourquoi, dans le fond, le gouvernement indien s'impatiente devant le gouvernement canadien qui, Mhm. depuis une dizaine d'années, je vous dirais, les Indiens commencent à faire des reproches de façon plus évidente. Et là, c'est clair qu'aujourd'hui, on pourrait dire que, dans le fond, ces reproches sont consumés parce que Ouais. la rencontre avec M. Trudeau au G20, avec M. Modi, on peut présumer que dans la chambre fermée, on a eu un dialogue de sourds, les deux se reprochant de l'ingérence politique, ce qui explique un peu, dans le fond, les relations un peu glaciales qu'a eu M. Trudeau dans son séjour en Inde. Ouais. On a assisté au cours des dernières heures à une escalade de ripostes, je dirais. Le Canada et l'Inde ont expulsé des ambassadeurs de leur territoire. Le premier ministre Trudeau, évidemment, a lancé un appel au calme. Est-ce que la situation pourrait dégénérer, vous pensez? Peut-être d'un point de vue géopolitique, ça m'étonnerait qu'il y ait des sanctions économiques pour la simple et bonne raison, c'est que l'Inde a besoin de ressources de plus en plus. Elle est en train de s'industrialiser et de s'urbaniser et le Canada offre beaucoup de ressources pour satisfaire les besoins indiens. Donc, je ne m'attends pas à des sanctions économiques. Par contre, on pourrait dire que l'accord ou le rapprochement, dans le fond, d'une entente économique est reporté à plus tard, bien sûr, parce que le ministre du Commerce indien a souligné qu'il y avait encore des contentieux géopolitiques avant d'arriver à un accord bilatéral. Alors, si lui-même il soumet l'idée qu'il y a encore des soucis géopolitiques, on comprend que c'est plutôt de ce côté-là que les sanctions, du moins les répercussions de ce qui vient d'arriver, vont se faire connaître. Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que l'Inde est intéressée à voir le Canada se joindre, dans le fond, dans des groupes, par exemple le Quad, qui est, dans le fond, le dialogue de sécurité quadrilatéral avec les Américains, les Japonais, Australiens et Inde? Est-ce que le Canada serait intéressé à se joindre? Ben là, peut-être non, parce que l'Inde va peut-être s'y opposer. Et un autre élément aussi qu'on pourrait considérer, si le Canada veut se lancer pour l'élection du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, l'Inde, qui a beaucoup d'ascendance sur le Sud global, elle peut entre autres influencer les pays pour soit accepter, voter pour une candidature canadienne ou simplement la refuser. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de croire que peut-être, dans le fond, notre entente commerciale avec l'Inde sera repoussée de plusieurs années, ou peut-être on l'espère peut-être seulement de quelques mois, mais c'est clair que les répercussions, c'est plutôt dans le fond, comme on dit en anglais, on dit hot economics, cold politics. Alors, on dirait que la relation sino-indienne se dirige dans cette direction. Alors, on verra les suites de cette affaire. Professeur Serge Granger de l'Université de Sherbrooke, je vous remercie beaucoup. Merci de vos lumières. Au plaisir. Merci. Merci.